pousser ce cri du cœur à nos côtés, évidemment Damien Douani, David Rosset, vous êtes senior programme manager pour Microsoft France, Olivier Ezrati qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter pour l'occasion, conférencier, auteur et consultant, et Fanny Bouton, je vous l'avais promis, Fanny qui revient avec nous en plateau, évidemment toujours journaliste, toujours coach, toujours conférencière sur l'intelligence artificielle, la robotique et le quantique. Ça tombe bien, ça va nous aider finalement pour pouvoir décrypter ce vaste panorama, parce que c'est vrai que l'informatique quantique, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on essaie de la mettre au point, que les grands et les géants de la high-tech s'y intéressent aussi. Concrètement, quand on cherche le quantique, c'est pourquoi? Parce qu'on a besoin de passer à une autre étape en matière d'informatique et de calculabilité. On a besoin de passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a des téraoctets de data qui nous déferlent dessus, qui passent dans tout un tas d'objets connectés, dans tout un tas de devices, et qu'on a besoin de pousser justement l'informatique. Fanny? Alors, l'informatique quantique, ça va permettre de, comment tu dis, Olivier, c'est pour tous ces problèmes exponentiels qu'il va falloir résoudre. Tu as une super phrase pour le dire. Oh, j'ai oublié. Oh, bah alors. Non, en fait, oui, c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes, qui sont très très longs à résoudre et qu'on ne peut pas faire avec des ordinateurs classiques. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir, une fois qu'on aura ces ordinateurs quantiques, de les résoudre dans un temps beaucoup plus restreint. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, ça ne va pas remplacer l'informatique classique. Ça aussi, c'est une chose importante à savoir. Donc, alto cliché, l'informatique quantique ne tue pas l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Complémentaire, c'est comme un coprocesseur en fait, qui complète l'ordinateur classique. Et d'ailleurs, il y a le cliché comme quoi l'ordinateur quantique va permettre de traiter le big data n'est pas tout à fait vrai. L'ordinateur quantique n'est pas tout à fait adapté, en tout cas en l'état actuel des choses, de big data. Il est capable de... Pourquoi c'est un problème de compatibilité C'est qu'en fait, ce n'est pas un outil de stockage d'informations en volume, et il permet de gérer des calculs sur des problèmes très complexes. Du traitement des problèmes de traitement, des problèmes de combinatoire. Il y a tout un tas d'applications dans la finance, dans le marketing, même dans l'entraînement de réseaux de neurones pour le deep learning. Il y a tout un tas de cas, mais en fait, ce n'est pas forcément des cas où on les alimente avec beaucoup de données. On les alimente plutôt avec des équations complexes dont qu'on cherche à résoudre. Et les algorithmes classiques exécutés sur un ordinateur traditionnel, ils sont trop lents en fait. Il y a des exemples connus, comme quoi, par exemple, pour résoudre certains types d'algorithmes, il faudrait 40 milliards d'années pour y arriver sur un ordinateur normal, ce qui est un peu long quand même. C'est un tout petit peu long. C'est légèrement long, et avec beaucoup d'énergie et des mégawatts. Et l'ordinateur quantique, une fois qu'il sera au point, permettrait de faire ça en quelques minutes. Voilà, équivalent. Donc c'est mieux. Une fois qu'il sera au point, on parle de combien d'années de façon tangible réellement, David, pour le coup, on parle de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 40 millions d'années là aussi. Ça va dépendre des acteurs, c'est un sujet un peu sensible parce que c'est un peu stratégique, puisque c'est une grosse partie de l'avenir de l'industrie, et le premier qui maîtrisera l'informatique quantique, je pense qu'il va mettre une bonne pièce pour maîtriser le marché de l'informatique. Nous, on travaille sur une approche qui est très spécifique, on y reviendra certainement avec une approche topologique, donc on reviendra sur les qubits, tous ces merveilles-là. En fait, la stratégie, c'est de faire un ordinateur qui arrive à tenir suffisamment longtemps pour faire les calculs, parce que ça va très très vite, comme nous le dit Olivier. Mais pour l'instant, les processeurs, ils ne durent pas très longtemps dans le temps qu'on fait les calculs. C'est un peu un micro-ondes. Ça chauffe, oui. En fait, c'est surtout ce qu'on appelle la cohérence quantique. En fait, c'est cet état... on n'a pas expliqué que c'était basé sur les principes de la mécanique quantique, donc il faut réviser un petit peu ce qu'est la mécanique quantique, ce n'est pas simple. Je révise. On n'a pas le temps, mais en fait, on s'appuie sur la superposition et l'intrication. Et cet état un peu particulier de la matière, en fait, ne dure pas très longtemps dans le temps. Et donc, les différentes approches des différents acteurs, donc nous, on a une approche dont on pense, en théorie, fonctionne très bien et pourrait nous donner une avance stratégique sur les autres. Il reste maintenant à le prouver en le mettant en œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on commence aussi à communiquer là-dessus, puisqu'il faut qu'on éduque tous aussi les futurs développeurs au changement de paradigme, parce que effectivement on peut coder beaucoup plus vite, et c'est bien que tu dises que pour le big data, je sais pas pourquoi souvent les gens pensent que pour le big data ça aide, alors que pas vraiment. Parce qu'on se dit que traitement de données, etc., on se dit on peut... Oui, alors en fait il faudrait revenir pourquoi aujourd'hui on parle de quantique, c'est on arrive à la fin de l'ère du silicium tel qu'on le connaît, parce qu'on s'approche de la barrière. La loi de Moore. La loi de Moore, alors la loi de Moore va peut-être continuer sous une autre forme, mais en tout cas, elle nous disait qu'on réduisait la taille des transistors, et là, on est en train d'atteindre une barrière qui est un petit peu problématique. Et donc, plus le fait qu'il y a des problèmes dont on commençait à parler dans la chimie, pour l'étude de médicaments, pour comprendre la nature, en fait. Souvent, on dit qu'un ordinateur quantique doit se comporter de la même manière que la nature. La nature est quantique, donc l'idée, c'est de se comporter comme une propriété quantique pour faire des calculs là-dessus. Et donc, c'est des trucs très spécialisés, donc souvent, tu utilises effectivement cette image du coprocesseur. Ça ne va pas remplacer l'ordinateur classique. Donc, ça ne va pas aussi transformer mon smartphone en quantique ou mon navigateur en quantique. Il y a quand même une start-up qui essaye de le faire.
Ouais. Il y a une start-up, je ne sais plus, c'est australienne ou américaine, qui essaye de créer un Américaine, ordinateur il me quantique qui soit mobile, pas dans un data center. Ah, mais là, on en Par contre, on parle peut dans 100 ans. expliquer pourquoi il y a cette confusion sur l'histoire des big data. Elle est liée à la compréhension de ce qu'on appelle la superposition des états dans les qubits. Les qubits, c'est ces fameux objets C'est pas un gros mot, à base hein. de particules élémentaires qui peuvent être dans deux états en même temps, le 0 et le 1. Alors quand on met plein à côté les uns des autres, ils vont superposer des 0 et des 1, ce qui fait que si on en met n, on va avoir 2 puissance n combinaisons possibles, comme dans un registre binaire classique, sauf qu'on va pouvoir avoir toutes les combinaisons en même temps. Et comme on les a en même temps, on va pouvoir jouer avec pour faire augmenter et faire baisser certaines proportions de toutes ces combinaisons pour trouver celle qui est la bonne, qui répond à la question de l'équation qu'on veut résoudre. Alors, comme on a toutes ces combinaisons qui se superposent en même temps dans l'ordinateur, on dit c'est génial, ça va stocker plein d'informations. Mais non, parce qu'à la fin, on n'en lit qu'une. Ok. Donc on ne stocke pas 2 puissance n data. En fait, on cherche à obtenir une des combinaisons de 2 puissance n qui répond à une question précise. Donc on traite beaucoup de Et choses voilà. en même temps pour trouver la Par bonne. contre, on calcule tout en même temps. C'est-à-dire qu'on peut faire des opérations sur toutes ces valeurs en même temps On pour parallélise. faire émerger, par des bidouilles d'algorithmie, le bon résultat qu'on cherche. Donc Oui, il y a ça un explique pourquoi c'est pas du big data. Il y a un exemple que j'ai fini par comprendre, c'est j'ai une copine qui est ingénieure en chimie et je pensais qu'on pouvait modéliser facilement les médicaments, les molécules, donc je suis tombé de haut, donc pas du tout, et on pense que ce sera impossible. Mais souvent dans les médicaments, on essaye de trouver une espèce de clé comme un puzzle géant qu'on fait. Dans un ordinateur classique, en fait, on va essayer toutes les positions possibles qui sont énormes de manière exponentielle, donc impossible à calculer. Tu parlais de 40 milliards d'années, on a plein de problèmes de ce type-là. L'ordinateur quantique, il va tester toutes les possibilités, à la fin vous dire la clé c'est celle-ci. Mais effectivement, on n'a pas stocké plus d'informations à un moment donné. On a juste fait beaucoup de calculs en parallèle de manière très rapide. Ouais, c'est Pascal Senlar, qui est chercheuse au CNRS, qui explique un petit peu ça. Elle explique que pour sortir d'un labyrinthe, actuellement, on calcule, on fait tous les chemins un par un, et puis on finit par savoir la sortie, et on a le chemin pour aller à la sortie. Alors qu'un qubit, si vous le mettez au milieu du labyrinthe, il va faire tous les chemins en même temps, il va réussir à sortir plus vite, mais par contre, il ne pourra pas vous dire comment il est sorti du labyrinthe. Et ça, c'est Et intéressant. la métaphore va plus loin parce que les algorithmiciens traditionnels vous diront tu vas à gauche et ça marche tout seul. Faut pas être un algorithmicien traditionnel, tu vois, finalement. Non, Non, mais il y a une vraie va falloir bataille. Il y a une vraie bataille. Mais Il faut savoir que j'imagine bien. la bataille aujourd'hui, je ne m'ignore pas elle du est tout en ce train de se déployer entre des gens qui créent des algorithmes quantiques qui utilisent ces propriétés qu'on a évoquées rapidement. Et puis, quand ils trouvent un algorithme quantique qui a l'air d'être génial, il y a des algorithmiciens traditionnels qui travaillent avec des supercalculateurs qui disent moi je vais trouver un truc aussi bon et qui va être aussi rapide sur un ordinateur classique. Et ça crée un phénomène d'émulation en fait entre deux industries différentes. Oui, parce qu'il y a de l'optimisation à faire. Ça fait des années qu'en fait, on se satisfait que la puissance de calcul augmente. Donc moi, en tant que développeur, je suis une feignasse. Donc en fait, je compte sur le fait que ça va augmenter en puissance. Et je me dis, dans 18 mois, il tourne 2 fois plus vite. Quel est l'intérêt de me stresser mais en fait, on peut optimiser énormément. Et on a parlé ce matin dans la plénière du code pour aller sur la Lune. Quand on voit la puissance de calcul à l'époque pour aller sur la Lune, c'est un miracle, quoi. Mais aujourd'hui, on est capable de faire ramer une machine avec un navigateur. Enfin, les algorithmes étaient relativement simples. C'est la physique newtonienne, relativement simple à simuler, heureusement d'ailleurs. Donc choisissez votre camp entre justement ces deux écoles de pensée. Concrètement, ces ordinateurs quantiques, alors est-ce qu'ils prennent une forme de device ou pas, ou est-ce qu'ils restent dans le cloud? Encore une fois, là aussi, c'est encore un débat sur leur mise en forme. Pour le coup, ils vont nous permettre de réaliser quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter cette capacité de calcul? Pourquoi est-ce qu'on veut aller encore plus vite? Pourquoi est-ce qu'on veut pousser à ce point-là cette calculabilité? Un exemple tout bête, pour venir ici, par exemple, ce matin, tu lances un super logiciel qui s'appelle Waze, et puis, ou ton Google Maps ou autre, et tu te retrouves quand même dans des bouchons. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de voitures, etc. Et que maintenant qu'on utilise tous ces applications, on va tous sur le même chemin de déroutage, et donc on se retrouve encore bloqué. Grâce à un calcul quantique, un bon algo, on pourrait résoudre ça parce qu'on pourrait calculer en temps réel toutes les voitures sur toute la planète en même temps et donc rebifurquer sur toutes les routes, etc. Et donc on n'aurait plus de bouchons, ça pourrait être super magique. Donc ça, c'est un exemple très basique, mais qui éclaire un petit peu pour les gens. Voilà. C'est intéressant parce que cet exemple-là, imaginez dans une voiture autonome avec une intelligence qui calcule ça, ça peut donner quelque chose d'hyper intéressant en termes de, on va dire, de chemin dans les villes. C'est un nom d'ailleurs, c'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme du voyageur de commerce, qui est ultra connu, qui fait partie de tous les cours d'algo. Et j'imagine que vous connaissez vous-même. Mais tout à fait, mais complètement. Mais j'aime entendre Olivier le raconter à nouveau pour les gens qui nous regardent et qui nous Olivier. écoutent, qui ne le connaissent certainement pas. C'est des problèmes de combinatoire, c'est-à-dire que l'algorithme il est défini comme ça, c'est-à-dire que tu dois aller d'un endroit à un autre en passant par 100 étapes. Il faut trouver le chemin le plus court en un laps de temps aussi court que possible. Et donc ça peut être élargi à l'exemple que donne Fanny, qui est un vrai besoin qu'on va avoir en particulier avec les véhicules autonomes.
Ensuite, nous, on travaille pour répondre à ta question sur les enjeux et les applications. On a parlé de la chimie tout à l'heure, donc pour les médicaments, l'étude de la matière, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses en fait qui nous paraissent naturelles, comme la photosynthèse, par exemple, mais c'est quand même assez magique que les plantes arrivent à mettre en place ce processus et on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, le fait d'être proche du fonctionnement de la nature avec un ordinateur quantique, nous, dans les potentiels qu'on imagine, c'est améliorer la fixation du CO2 avec des matériaux qui seraient capables de fixer ça, et donc résoudre en partie la pollution, aussi fixer l'azote pour pouvoir aider dans les cultures, pour l'agriculture, parce qu'on perd énormément d'énergie aujourd'hui. Le transport de l'énergie, aujourd'hui, on perd énormément d'énergie là-dedans. Donc avec des supraconducteurs à température ambiante, on pourrait faire des progrès. Donc le potentiel du quantique, il fait rêver, et il marche théoriquement sur le papier. Ensuite, il faut trouver ses algos. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire sur les développeurs. Il marche aujourd'hui sur le papier. Alors est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est pas un doux rêve justement d'algorithmicien? C'est très dur à dire comme profession. C'est pas un rêve parce qu'on peut déjà commencer à tester des algorithmes. On a déjà des ordinateurs sur le marché. Alors, pour l'instant, il y a 2 types d'ordinateurs qui sont disponibles. Il y en a qui sont proposés par 2 Américains. Il y a essentiellement IBM et Rigetti, qui est une start-up américaine, qui a levé quelques dizaines de millions de dollars en financement, et qui propose, en gros, et Alibaba en Chine. Et ils proposent chacun de l'ordre de, je sais plus, une vingtaine de qubits en ligne. Alors, c'est pas beaucoup, mais on peut tester des petits algorithmes pour faire notamment de quelques simulations moléculaires que décrit David. Et à côté de ça, il y a un acteur qui est un peu intriguant parce qu'il énerve beaucoup une partie de l'industrie, qui est D-Wave, qui est une boîte canadienne, qui est un petit peu, alors ça va peut-être vexer Microsoft, c'est un peu le MS-DOS du quantique, à savoir que c'est un ordinateur quantique. David, super vexé d'un coup d'un voilà. Mais on se comprend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ordinateur quantique qui est considéré comme étant pas un véritable ordinateur quantique parce qu'il utilise une méthode un peu particulière. Il a beaucoup de qubits de mauvaise qualité, mais qui sont reliés entre eux d'une manière différente des ordinateurs dits universels, ceux d'IBM et de Google et de Microsoft bientôt. Mais par contre, il a déjà 2000 qubits. L'année prochaine, il en aura 5000. Et il sert à dérouler certains types d'algorithmes quantiques, qui sont plutôt des algos d'optimisation, soit moléculaires, soit de trajet, mais pas tous. Par exemple, cet ordinateur-là n'est pas adapté à la résolution d'un des algorithmes connus du quantique et de casser des nombres entiers en nombres premiers, enfin de factoriser des nombres entiers en nombres premiers, qui est une solution pour les agences de renseignement pour casser les codes à sécurité à clé publique, comme le code RSA ou IPsec, pour les VPN, enfin tout un tas de techniques sont utilisées dans l'informatique d'entreprise et grand public. Et donc là, c'est chaud. Et ça, tu peux le faire avec un D-Wave. Sauf que D-Wave, ils en ont déjà vendu une vingtaine. Ce que j'entends, c'est qu'ils sont plus quantitatifs que qualitatifs, finalement. C'est un mélange des deux. Mais tout ça pour dire que, en fait, aujourd'hui, les développeurs peuvent déjà commencer à apprendre à développer en quantique. Il y a déjà 20 outils qui sont en place sur le marché. Il y a Q-Sharp chez Microsoft, il y en a un chez IBM, chez Google, etc. Il y a plein de langages qui sont sortis des laboratoires de recherche dans le monde entier. Il y a une offre, à la limite, très étonnamment pléthorique, et on peut déjà commencer à s'y mettre. Mais concrètement, pour que je comprenne bien, Fanny et David notamment, c'est très différent de coder pour un algorithme quantique que de coder des algorithmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un changement de langage total. Oui, il va falloir revoir sa façon de penser parce que ce n'est pas les mêmes mathématiques et la même logique. On était sur des mathématiques booléennes avant, on est sur des mathématiques linéaires maintenant, ce qui est complètement différent en façon de penser et de calculer. Donc en effet, les développeurs actuels vont devoir se travailler un petit peu les neurones pour arriver à développer là-dessus. Il y a des outils qui vont faciliter, en effet, tout ce qui est proposé, que ce soit chez IBM, Microsoft et autres. On retrouve des éléments, mais il faut jouer avec les portes différemment. C'est pas du tout la même façon de travailler. Moi, je peux témoigner en tant que développeur classique. La question que je me pose, c'est est-ce que moi, je serais adapté à faire ça? Parce que j'ai tellement été formaté pendant des années avec un mode de pensée. Donc la question se pose, est-ce que c'est pas plutôt des jeunes? Je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle. Et même les jeunes maintenant, en fait, il y a des gens qui lèvent le doigt, je suis pas sûr. C'est pas une très bonne vision, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient méga jeunes. Mais peut-être jeunes par la pensée, il y arrivera. Donc ça, c'est important. Le mode de pensée est vraiment différent. Il est vraiment différent. Et aujourd'hui, en gros, pour ceux qui ont connu l'époque magique des cartes perforées, etc., on n'est pas très loin de ça, en fait. Aujourd'hui, on est proche de l'assembleur du quantique. C'est-à-dire qu'on utilise des portes quantiques. Alors, déjà, en termes de conception, il y a des gens qui se posent même la question si l'esprit humain, le cerveau humain est adapté pour comprendre les principes de mécanique quantique. Il faut savoir qu'on fabrique un ordinateur quantique aujourd'hui dans l'espoir de mieux comprendre la mécanique quantique, sachant que l'ordinateur quantique est basé sur la mécanique quantique. Voilà, c'est un petit peu... Et que même le gars la quantique au carré.
prouver l'intrication ne peut pas vous l'expliquer. Il n'est pas sûr de pouvoir l'expliquer. Il sait le faire, mais il ne peut pas expliquer pourquoi ça existe. C'est Alain Aspect, qui est un grand monsieur français. Ça veut dire qu'on aurait besoin d'une intelligence artificielle pour nous aider à décoder le quantique? Pas forcément, parce qu'en fait, en jouant en fait, dans les balbutiements de l'informatique quantique, en mettant en point ces qubits, on va finir par arriver à avoir des qubits stables, on en aura de plus en plus. En fait, ça va être un processus itératif de la même manière qu'on l'a connu dans l'informatique classique. C'est les processeurs qu'on crée, nous aider à créer les processeurs de demain encore plus puissants. Aujourd'hui, quand on conçoit une puce NVIDIA, elle est complètement modélisée par les ordinateurs d'aujourd'hui. On le teste et ensuite on crée la puce suivante. Donc c'est ce qui va certainement se passer. Donc par contre, pour les langages, pour les développeurs, donc dans la première phase, ça va être un peu hardcore. Il faut revoir ces cours d'abjad linéaire. Donc ceux qui n'ont pas fait prépa, vous oubliez le quantique pour l'instant. Et ceux qui ont fait prépa, vous regrettez d'avoir dormi dans vos cours d'algèbre linéaire, parce qu'on s'en sert aussi dans le machine learning en plus. Donc c'est le moment de les ressortir. Et donc nous, on crée un langage de plus haut niveau. Donc on essaye de créer un langage de haut niveau pour préparer l'avenir en fait, parce qu'on en est au balbutiement. On a connu l'assembleur, puis le C, puis C++, puis C#. Voilà, on en est là, on essaye de créer ces couches d'abstraction. Moi, je voudrais rajouter un truc, parce que je trouve que tu es trop élitiste, David. Il n'y a pas besoin d'avoir fait prépa pour comprendre le quantique. J'attendais une réaction de Fanny. Non, mais justement, coder, on parlait de coder. Non, mais même coder, en fait, c'est pour en avoir parlé avec pas mal de scientifiques, etc. Ce qu'il faut, c'est être surtout très curieux et venir de différentes matières. C'est un truc important et qu'on peut être développeur et s'intéresser à ces logiques-là et s'y mettre. Mais par contre, ça demande en effet de faire chauffer un peu sa on en parlait justement avec toi d'ailleurs tout à l'heure dans une table ronde où tu disais cette notion de curiosité justement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des endroits, des écoles ou autres où je peux apprendre à coder du quantique? C'est la question. Aujourd'hui en France, pas tant que ça. Il y a quelques cours dans les facs américaines. En France, on est un peu... mais ça existe, mais dans quelques à zéro. Endroits, alors en fait, en France, il y a pour l'instant beaucoup de cursus plutôt sur la partie physique de l'informatique quantique. Il y a quelques cursus, il y a quelques docs et post-docs dans la recherche. Mais il n'y a pas encore de cursus de formation vraiment officiel en programmation quantique. Ça ne saurait tarder parce que, pour avoir eu l'occasion d'en parler avec des représentants de l'État, ils commencent à se poser la question dans certains cursus universitaires ou grandes écoles, mais on est à zéro. Par contre, pour reprendre ce que disait David tout à l'heure, il y a un sujet très intéressant qui d'ailleurs est un point commun entre l'IA et le quantique, c'est que dans les deux cas de figure, il y a une opportunité pour les développeurs malins et les entrepreneurs de créer justement des outils qui montent le niveau d'abstraction, c'est-à-dire qui permettent de créer plus facilement des programmes sans avoir à connaître l'assembleur de bas niveau, donc le deep learning de bas niveau pour l'IA ou l'assembleur de base du quantique pour par exemple poser une équation complexe et laisser un compilateur se débrouiller pour résoudre le problème avec un ordinateur quantique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une opportunité de créer de la valeur. Il faut bien voir que quand une nouvelle technologie arrive, et c'est la caractéristique du quantique aujourd'hui, il y a le hard et il y a le soft. Et aujourd'hui, dans l'ensemble du monde à la recherche, il y a l'Europe qui vient de financer 1 milliard d'euros en plusieurs phases de projet. Les gens s'intéressent. Ça peut suffire selon la manière de s'organiser. S'ils sont optimisés par l'informatique quantique. Ça dépend s'ils sont optimisés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde est focalisé sur la partie hardware. Or, il faut savoir qu'une fois que le hardware marche, l'enjeu devient un enjeu de logiciel pour l'industrie, pour les développeurs évidemment. Et donc, on peut espérer que la France aura des ordinateurs quantiques. Il y a quelques chances qu'on puisse en avoir sortant de nos labos. Mais il est très important qu'on ait des développeurs et qu'on ait des startups et qu'on ait des logiciels et des applicatifs, des marchés verticaux. Parce que c'est un des enjeux principaux. Et aujourd'hui, il y a assez de startups qui commencent à travailler dessus, par exemple? En France, il y en a 2 à peu près. D'accord. C'est pas des masses. On va les trouver facilement. On a tout à faire en France actuellement et il faut y aller. Il faut même inciter les jeunes à y aller parce que justement, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'actuellement, ce n'est pas encore valorisé dans les écoles. Il n'y a ni les professeurs, mais ni l'envie, ni l'intérêt pour ce sujet-là. Donc, on milite justement pour que ça prenne parce que quand ça va démarrer, quand le train va démarrer, il ne faut pas être trop tard dedans. Donc moi, je suis assez d'accord avec Olivier sur les services nécessaires au-dessus parce qu'en fait, je pense que si ça fonctionne d'ici quelques années, en fait, on va passer à l'étape d'après et donc c'est de créer de la valeur là-dessus. Nous, on a commencé par exemple dans notre SDK et Q# à proposer du coup des services spécialisés sur la chimie. Ça va être une des premières applications. Donc comme tu le disais, au lieu de comprendre vraiment ce qui passe au niveau des portes quantiques, c'est commencer à réfléchir à des niveaux d'abstraction supérieure pour que là, la différence sera clé. Bien sûr, le hardware sera différent. Si on a un hardware qui est beaucoup plus lent que les autres, ça ne le fera pas, mais il faut aussi le logiciel au-dessus. Et encore une fois, hardware ou pas hardware, dans la mesure où on ne sait même pas comment physiquement cet ordinateur quantique ou ce device quantique ou ce cloud quantique... On a des idées, mais la caractéristique de ce marché, c'est que pour l'instant, il y a une dizaine de pistes concurrentes, technologiques, qui ont des caractéristiques assez différentes, qui d'ailleurs ont dans certains cas un impact sur les algorithmes, on va pouvoir faire tourner dessus. Et bien malin serait celui qui pourrait prédire
celles ou celles, avec un S, qui vont réussir. On va partir sur le Minitel quantique ou Non, j'espère pas. En même temps, on a Microsoft Experience. Moi, j'ai une petite idée quand même. Ouais. Moi, je parierais que dans la phrase qui vient d'être dite. Moi, je parierais que plusieurs vont réussir à y arriver. Donc, en l'occurrence, la vraie question à se poser, c'est pas tellement d'aller vers des plans stratégiques ou industriels comme AI for Humanity, mais c'est plutôt d'aller vers quantique ou Quantum for Humanity si on veut directement prendre le train de cette innovation et pas le rater, parce que c'est maintenant ou jamais, en l'occurrence, qu'il faut réussir à quitter le quai de la gare. Bah, disons que si ça marche, ça va être dans 3 ou 5 ans que ça va commencer à démarrer, mais il faut déjà réfléchir aux algorithmes et à ce qu'on va faire dedans et tout au programme, et que pour que ce soit prêt quand ça va démarrer. Donc oui, il faut y aller maintenant, il ne faut pas attendre que savoir si ça va marcher ou non, ça c'est sûr. Réfléchissez, formez-vous et surtout démarrez vraiment vos apprentissages en quantique. Merci infiniment Fanny, merci Olivier, merci David d'avoir débattu, et on voit que c'est vraiment un débat assez vif, n'est-ce pas, entre spécialistes du sujet, sur l'informatique quantique, l'informatique de demain, mais aussi complémentaire avec celle d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on revient à nos questions de réalité mixte et surtout à nos questions d'holographie. Joachim a chaussé pour nous les HoloLens. On le retrouve avec un partenaire d'ailleurs, un marketeur aussi, Microsoft, pour pouvoir justement nous faire vivre cette expérience en holographie.